Natacha Polony, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes directrice de la rédaction de Marianne, auteure de plusieurs essais. Le dernier qui vient de paraître s'intitule Sommes-nous encore en démocratie aux éditions de l'Observatoire. Chloé Morin, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancienne conseillère à Matignon. Vous venez de sortir votre deuxième livre qui s'appelle Le populisme au secours de la démocratie chez Gallimard. Et j'ai oublié de le dire, vous êtes aussi experte à la Fondation Jean Jaurès. Alors, débat entre vous deux, donc, qui sortez deux livres sur la crise démocratique que nous venons de vivre, enfin que nous sommes en train de vivre plutôt, un rapport, enfin un article sorti la semaine dernière de The Economist disait que notre démocratie, la démocratie française, est défaillante. Qu'en pensez-vous, Natacha ? Je pense que alors, il faut se méfier en général des classements quand on ne va pas les explorer trop profondément. C'est-à-dire que ce classement de The Economist nous raconte ce que la crise du coronavirus a provoqué dans beaucoup de démocraties, et en particulier en France, où les institutions fonctionnent de telle manière qu'il était plus facile de rogner sur les libertés individuelles. Donc on peut le lire comme ça. Cela dit, attention, dans ce classement, si on regarde sur les dernières années, la France n'a été classée dans les véritables démocraties, c'est-à-dire entre 8 et 10 dans le classement qui est fait, selon une soixantaine de critères, donc n'a été classée dans les vraies démocraties au-dessus de 8 qu'en 2019 et en 2014. Donc en fait, il ne faut pas non plus s'exagérer la dégradation de la France, qui là obtient un score de 7,99%, je crois, si je me souviens bien. Donc bon, de fait, il faut regarder ce qui s'est passé avec la gestion de la crise du coronavirus. Je veux dire, cette propension à faire passer un état d'exception dans le droit commun commence à devenir extrêmement problématique en France. Pour autant, ce que nous raconte peut-être le classement de The Economist, c'est la différence entre république et démocratie libérale, qui fait que la France, de toute façon, ne sera jamais merveilleusement classée dans ce genre de classement, parce que les critères sont des critères qui correspondent des démocraties libérales. Par exemple, parmi les 60 critères qui permettent d'évaluer la qualité démocratique des pays, il y a la question de la religion. Or, on voit bien que la laïcité républicaine, qui est pourtant un principe d'émancipation d'une modernité qui, je pense, devrait essaimer, aujourd'hui passe dans les pays anglo-saxons pour un principe illibéral. Donc, méfions-nous. Mais en tout cas, ça nous incite en effet à regarder ce qui s'est passé dans l'année écoulée et qui ne fait qu'amplifier toutes les crises qui étaient sous-jacentes et finalement un affaiblissement, à mon avis, extrêmement dommageable de la démocratie. Je suis entièrement d'accord, et d'autant plus que, en fait, disons que ça reflète une conception de la démocratie qui ne distingue pas ce qui relève de la culture du pays propre et ce qui relève des institutions et de leurs pratiques. Et du point de vue des économistes, en fait, ça montre qu'ils, en quelque sorte, qu'ils ont une vision de la démocratie dont ils pensent que tout le monde devrait avoir la même vision de la démocratie. Et effectivement, l'exemple de la laïcité est très frappant, mais quelque part, les médias anglo-saxons passent leur vie à nous donner des leçons là-dessus. Enfin, il y a énormément d'articles sur la manière dont en France on traite les musulmans en particulier, et ils adorent faire ça. Donc ce qui est intéressant dans ce classement, c'est que d'une certaine manière, on dirait que les élites, entre guillemets, s'intéressent à la question démocratique grâce à The Economist, parce que c'est un acteur, entre guillemets, accepté. J'avais été frappée il y a un an ou deux, non, ça devait être l'année dernière, où Michel Onfray avait parlé de la régression de la France dans le classement de Reporters sans frontières. Et on aime ou pas Onfray, mais en l'occurrence, il disait, regardez, on est passé du rang, je sais pas quoi, au rang 30 et quelques, et de fait, on a un problème de rapport à la presse dans ce pays. Et ce qui m'avait frappée, c'est que personne ne s'y intéressait.
C'était enfin, une critique d'un aspect du système démocratique qui est quand même le rôle des médias et la place qu'on leur donne. Ça n'avait, enfin, ce simple fait qu'on soit en train de glisser dangereux, enfin, qu'on soit sur une pente très dangereuse, ça n'intéressait pas grand monde, en dehors des médias, je veux dire. Et ça, je trouve ça intéressant, du coup, qu'on raccroche la problématique démocratique à un acteur beaucoup plus oui, respectable, en tout cas du point de vue d'une certaine élite. C'est tout le problème, je pense, c'est que ça révèle le fait que le débat n'est acceptable que quand il a lieu au sein d'un même groupe de pensée, de ce fameux cercle de la raison dont parlait Alain Minc. C'est-à-dire que la critique de The Economist va en fait dans le sens qui arrange ces élites. Alors que la critique d'Onfray sur la question des libertés, de la liberté de la presse, de la liberté de manifester, là en revanche, ça met en cause le système, donc ça paraît inacceptable. Et ça, je pense que c'est assez révélateur parce qu'il y a une des dimensions qui me semble extrêmement importante de cette dégradation non seulement de la démocratie dans son aspect institutionnel, mais aussi de la dégradation de la culture démocratique depuis 30 ou 40 ans, et dans laquelle, me semble-t-il, la France a une place particulière, c'est-à-dire que c'est un pays qui est plus en crise que les autres. Et je pense que la question de la possibilité même du débat démocratique est un des éléments essentiels. C'est-à-dire que tout a été fait depuis des décennies pour empêcher que certains problèmes ne soient posés. Et c'est d'ailleurs l'usage du terme populiste, mais aussi avant lui du terme réactionnaire, après lui du terme complotiste, sert justement à empêcher le débat démocratique d'être posé correctement. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, il s'agit de diaboliser la pensée non conforme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des vrais populistes et des vrais complotistes. Il y en a, évidemment. Simplement, ils sont beaucoup moins nombreux que ce qu'on essaye de faire croire. Et ce terme est utilisé de façon jamais très définie, comme une espèce d'étiquette, de stigmate qu'on pose pour dire ces gens-là ne sont pas raisonnables, ils n'ont donc pas voix au chapitre et il ne faut surtout pas les écouter. Or, ça a été fait notamment pour empêcher la vie politique de se dérouler correctement. Et ça a abouti petit à petit à ce qu'on ait des candidats, notamment aux élections présidentielles, qui soient estampillés raisonnables, donc acceptables, et les autres qui n'aient pas voix au chapitre. Mais du coup, ça fragilise encore plus la démocratie, puisque ça donne l'impression aux citoyens que il n'est acceptable de voter que dans un cadre extrêmement précis, restreint, que tout ce qui est en dehors du cadre démocratique, ce qui signifie qu'une part des citoyens ont tendance à perdre toute confiance en la démocratie. Certains ne votent plus, en fait sont dans une désaffiliation, et d'autres expriment une colère de plus en plus grande, et finalement, on court le risque de les faire basculer réellement du côté populiste, du côté complotiste. Donc c'est une aberration et c'est extrêmement dangereux comme mouvement. Moi, je suis entièrement d'accord avec tout ça. Ce qui est assez... Enfin, il faut toujours se rappeler que même les gens qui votent Marine Le Pen, quelque part, ils croient encore au système. Oui. Donc, ils jouent encore le jeu, même s'ils considèrent que de toute façon, le jeu est biaisé et qu'ils ne pourront jamais gagner. Mais quand on regarde les choses, le débat il est cadenassé, et quand on regarde, quand on pose ce diagnostic, on vous dit mais non, c'est pas vrai, il y a énormément de diversité dans les médias. Et d'ailleurs, vous avez Zemmour d'un côté, Onfray, je sais pas qui, et c'est bien la preuve qu'il peut y avoir un débat. Et pour moi, c'est vraiment une illusion en fait. On a l'illusion qu'il y a un vrai débat dans les médias, les réseaux sociaux, etc. En fait, c'est des gens qui s'invectivent et qui ne cherchent absolument pas à se convaincre les uns les autres. Enfin, c'est un affrontement d'identité. Chacun essaye de s'affirmer et de s'illustrer, et pas de faire un pas vers l'autre pour essayer de trouver un compromis acceptable qui permette de tracer un chemin commun. Et donc,
on a cette illusion d'un côté du débat et de l'autre, dans l'offre politique, effectivement, une offre politique qui s'inscrit dans un champ de plus en plus restreint, où finalement, on a le choix de voter entre différentes nuances de gris. Et la différence entre la droite de gouvernement et la gauche de gouvernement, en gros, c'est un peu plus d'impôts, un peu moins d'impôts, des mesures vraiment en fait paramétriques, quoi. C'est est-ce qu'on va avoir, est-ce qu'on va aller un peu plus vite vers la sortie du nucléaire ou un peu moins vite. Aujourd'hui, les débats politiques ne voient plus s'affronter des visions différentes de la société, mais vraiment des nuances. Et ceux qui, en effet, veulent essayer de sortir de ce schéma-là, qui est en fait une pente sur laquelle on est et engagé depuis 20 ou 30 ans, sans avoir le sentiment de pouvoir rien faire, ceux-là sont quelque part forcés de voter, y compris pour des gens qui ne sont pas sérieux, entre guillemets, si tant est que le terme sérieux veuille. L'aboutissement de ça, c'est d'ailleurs Emmanuel Macron qui représente un peu cette fusion entre la gauche de gouvernement et la droite de gouvernement. Et si ce n'est pas Macron, c'est Marine Le Pen, donc ça ne peut être que Macron. C'est-à-dire que non seulement c'est ça, c'est-à-dire qu'il joue sur le fait que, à la base, il construit son assise en partie sur le rejet de l'autre qui est diabolisé. Autant Marine Le Pen, mais à un moment ça a été Mélenchon, quand Mélenchon représentait une menace peut-être plus crédible. Mais c'est pire que ça, c'est-à-dire qu'en fait, dès le départ, il nous a expliqué qu'il allait prendre le meilleur de la gauche et de la droite, comme si la politique, c'était deux équipes de foot dont on pourrait prendre les meilleurs joueurs pour faire la super équipe. Sauf que la politique, c'est un affrontement de valeurs. Et donc, il n'y a pas de meilleure valeur ou moins bonne valeur. Ça n'a absolument aucun sens de dire ça. Et donc, il a constitué son équipe en disant « on a pris les meilleurs, donc maintenant, tout ce qu'on va faire, c'est du pragmatisme ». Comme s'il n'y avait qu'une voie. Et donc, à partir du moment où il nie l'existence d'options différentes, de choix qui peuvent être différents et d'intérêts sociaux, religieux, tout ce qu'on veut, qui sont différents, il prétend qu'il n'y a pas d'arbitrage à faire. Donc, il n'y aurait pas d'arbitrage à faire entre les intérêts des gilets jaunes et les intérêts des catégories aisées, par exemple. Et donc, il trace sa voie. Ça lui permet de tracer sa voie tranquillement en disant c'est moi qui suis la voie de la raison. Mais les gens qui ne souscrivent pas en fait à sa vision de la société se sentent totalement niés. Et c'est ça quelque part la révolte des Gilets jaunes. Nous avons l'impression d'avoir été sortis de l'histoire et évacués de votre monde. Je pense que si on essaye de comprendre comment on en arrive là, ce principe que vous venez de décrire, c'est en fait ce que certains ont appelé l'épistocratie, c'est-à-dire le gouvernement des sachants. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui savent quelle est la bonne gouvernance, parce qu'il n'y a pas d'alternative, en effet, et qu'il n'y a qu'une seule politique possible. Et donc, il y a les autres qui ne savent pas, ce qui est d'un mépris total. Et en effet, la réaction des Gilets jaunes, c'est une réaction de colère face à ce mépris. C'est d'ailleurs pour ça que c'est très frappant. Mais dans les premiers rassemblements, les phrases, c'était « nous sommes souverains, nous voulons être traités comme des citoyens », c'est-à-dire ce besoin de dignité, de reconnaissance de la dimension politique de leur existence, c'est-à-dire le fait qu'ils rappelaient leur droit à être considérés comme étant maîtres de leur destin. C'est quand même assez frappant de voir à quel point, où on en est arrivé. D'ailleurs, la Fondation Jean Jaurès va sortir un sondage sur la souveraineté extrêmement intéressant. C'est-à-dire, si je ne me trompe, l'Allemagne, est très attachée au terme de souveraineté. Moi, ce qui n'est pas du tout étonnant, c'est un pays qui est souverainiste, qui est même nationaliste, l'Allemagne. Donc à 70%, si je ne me trompe pas, si les chiffres sont bien ceux-là, les Allemands adhèrent au principe de souveraineté. Les Français, c'est 20% ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on a petit à petit détruit ce concept politique en France. Ce qui est quand même
absolument affligeant quand on pense que nous sommes le pays de la Révolution française, c'est-à-dire le pays qui a inventé le peuple souverain. Or, les Français, dans ce sondage, si je ne me trompe, associent la souveraineté à la monarchie. Vous imaginez en fait, le déficit de débat politique pour en arriver là? Alors, sur la souveraineté, je pense qu'il y a à la fois un travail de sape qui a été fait par une partie des élites et des intellectuels sur le fait, enfin, pour diaboliser en fait la souveraineté, parce qu'on a dit que c'était quand même, enfin, ça fait longtemps qu'on dit que c'est une régression, que c'est quelque chose de négatif, que c'est se fermer au monde, etc., etc. Et en même temps, donc les gens, à mon avis, l'associent plutôt à des choses négatives aujourd'hui, mais effectivement, ils y reviennent instinctivement. Donc, ils ne l'appellent pas souveraineté, mais c'est exactement ça. C'est reprendre le contrôle de la même manière que le font, qu'ont tenté de le faire les Anglais quand ils ont voté pour le Brexit, que peuvent le faire un certain nombre d'Italiens à travers leur vote, etc., etc. Donc, je trouve que c'est extrêmement intéressant comment les gens reviennent à un concept... Enfin, quelque part, c'est quelque chose de très humain, quoi. Et donc, ils réinvestissent le concept tout en étant... tout en gardant une connotation, une image négative du mot. Sans doute d'ailleurs la crise du coronavirus a aidé, paradoxalement, puisqu'elle a fait éclater au grand jour le fait que sans indépendance, il n'y a pas de véritable liberté. Et c'est tout simplement ça qu'on a découvert avec des masques et des tests, mais qui en fait irriguent l'ensemble de notre vie quotidienne. Sur la question des raisons profondes qui aboutissent à ce qu'Emmanuel Macron joue ce rôle qui est celui dont rêvait Alain Juppé quand il parlait c'est sa fameuse image de l'omelette. C'est-à-dire qu'en gros, le paysage politique, c'est une omelette et il faut donc couper les deux bouts pour garder le cœur parce que c'est là que c'est bon, c'est baveux, c'est meilleur. En gros, c'est ça l'image. Et ça veut dire donc on évacue les extrêmes et on va prendre tous les gens qui sont au centre. Emmanuel Macron est l'aboutissement de ça, à ceci près que c'est extrêmement dangereux, puisqu'en effet, vous l'avez dit, le problème c'est qu'on remplace ce qui était une fausse alternance, le bipartisme qu'on essayait de nous vendre. Moi je me souviens au début des années 2000, on nous expliquait qu'il fallait aller vers un bipartisme à l'anglo-saxonne parce que c'était moderne, c'était tellement mieux cette alternance, etc. Et en fait, du fait de l'émergence du Front National, eh bien, ce bipartisme n'était plus opérant pour perpétuer le système. Et du coup, on arrive à cette théorie de l'omelette. Emmanuel Macron fait la jonction entre libéraux de droite et libéraux de gauche. Et là où ça devient dangereux, c'est qu'il n'y a plus cette alternance. Elle était factice, mais là, elle n'existe même plus, puisqu'on a une fausse opposition, dans le sens où l'un des deux pans de cette alternative n'est pas acceptable. Donc en fait, on a une forme comment dire, un système unicéphale avec un choix contraint, ce qui est profondément dangereux et qui ne peut que créer de la révolte. Et le problème, c'est l'autodestruction des deux partis de gouvernement, droite de gouvernement, gauche de gouvernement. Et là, moi, je pense tout simplement que l'un des problèmes, c'est que leur impensé, c'était cette question du néolibéralisme et de sa déclinaison dans l'Europe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a décidé que dans la vie politique française, il fallait être pour l'Europe en général et donc pour cette Union européenne-là, il devenait impossible de critiquer ceux qui, dans cette Union européenne, ouvraient la voie au néolibéralisme et à sa dimension destructrice. Et donc, droite de gouvernement et gauche de gouvernement se sont interdits d'analyser la destruction des classes populaires et des classes moyennes et la façon dont on pouvait y répondre, puisque ça les aurait conduits à remettre en cause la façon dont s'organisait l'Union européenne. Je pense que pour la gauche en tout cas, et notamment pour le Parti socialiste, en fait l'Europe ça a longtemps été l'horizon qu'on a offert, notamment parce qu'on ne pouvait plus offrir vraiment d'autres symboles de progrès. On pouvait pas. Il y a un moment où les uns et les autres se sont dit on ne peut pas continuer à réduire le temps de travail. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire ? On va étendre un certain nombre de droits sociétaux, mais il y a bien un moment où il faut offrir un horizon autre. Et donc l'Europe, c'était ça.
Et là, du coup, c'est très compliqué de questionner l'Union européenne. Ils se sont sans doute rendus compte après 2005 qu'il y avait un souci. Et donc, ça a donné tout un tas de campagnes pour les européennes notamment, mais même pendant la présidentielle, où on disait on est pour l'Europe, mais l'Europe sociale. Sauf qu'à la fin, ça n'a jamais trouvé de traduction, notamment parce que je pense qu'ils n'ont jamais intégré l'idée que la France ne pèse plus suffisamment en Europe pour façonner l'Europe telle qu'on l'a... Enfin, on n'a plus les moyens de faire une France en grand, quelque chose qui soit un continent qui soit vraiment à l'image de ce qu'on voudrait qu'il soit. Et donc ils sont coincés entre le fait que l'Europe c'est le seul horizon à peu près positif qu'ils peuvent encore défendre, mais en même temps ils sont complètement incapables de peser dessus. Alors, moi je me pose quand même une question. Donc Natacha a rappelé ce sondage à sortir qui montre que les Français ont une vision plus négative de la souveraineté que les Allemands. Déjà, on peut se demander, c'est pas paradoxal, la France est le pays du non au TCE en 2005. Maastricht avait été adopté d'un chouïa et d'après un dernier sondage, si c'était à refaire, ça ne serait pas adopté. Donc, du coup, est-ce que l'Union européenne, en réalité, a-t-elle tué toute alternative démocratique? On se souvient d'ailleurs de la phrase de Juncker à l'élection de Syriza, il n'y a pas de démocratie hors des traités européens. Donc, est-ce que l'Europe a tué en fait l'alternative démocratique? Et si oui, qu'est-ce qu'on fait? Puisque il semble qu'on ait été trop loin pour totalement revenir en arrière. C'est pas l'Europe qui a tué l'Union l'alternative démocratique, c'est l'instrumentalisation de l'Union européenne pour imposer un système qui est un système de dérégulation, de libre circulation des flux de capitaux, de marchandises et d'hommes. C'est-à-dire qu'il y a différentes étapes dans la construction européenne. Le traité de Rome, même s'il ne comporte pas le terme préférence communautaire, s'appuie là-dessus, c'est-à-dire qu'on crée une communauté de partenaires à peu près semblables économiquement et les excédents des uns vont être achetés par les autres. C'est un échange où tout le monde est gagnant et où tout le monde est tiré vers le haut. Petit à petit, l'Union européenne change de sens, sans que jamais on ne fasse voter justement les citoyens là-dessus. Et l'acte unique européen en 1986 vient sanctifier cela, puisqu'on passe d'un marché commun à un marché unique, ouvert sur le reste du monde et qui fait de l'Union européenne la zone économique la plus ouverte du monde, c'est-à-dire les seuls idiots qui ne comprennent pas que face à des économies qui subventionnent leurs entreprises, c'est de la concurrence déloyale, donc on se protège. L'Union européenne continue dans son dogme et considère que se protéger, c'est du protectionnisme et que le protectionnisme, c'est la guerre. C'est-à-dire on est dans des schémas aussi simplistes que ça. Donc, en effet, l'Union européenne s'est construite sur les 30 dernières années à peu près, de façon non démocratique. Même s'il y a eu en effet le référendum de Maastricht, il faut se souvenir des débats au moment du référendum de Maastricht. C'est-à-dire que voter non, c'était être anti-européen, être xénophobe. Donc il y avait là aussi un principe de diabolisation qui empêchait tout débat véritable. Donc le problème, c'est de réintégrer le débat sur l'Union européenne dans un véritable débat politique de fond. Cela dit, c'est en train de se faire là aussi. Nous arrivons au bout d'un système. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que je pense que nous sommes dans une période de basculement. Alors pour l'instant, ça ne sont que des mots. Pour l'instant, on est dans des grandes déclarations, des grands principes. J'ai tendance à penser que c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. C'est-à-dire que la question, c'est de savoir, justement, quand il faut rentrer dans les rapports de force, est-ce que les décisions qui sont prises vont dans le sens des grandes déclarations? Je veux dire par là, quand on explique qu'il faut en effet garantir de nouveau l'indépendance des pays européens sur le plan industriel, quand on explique qu'il va falloir se montrer fort face aux GAFAM, tout ce genre de choses, c'est magnifique, c'est très sympathique. Quand ça commence à fâcher des intérêts, et c'est là qu'on rentre dans la politique, quand en effet, vous le disiez, il y a des intérêts qui s'affrontent et qu'il faut choisir les uns plutôt que les autres, quels seront les choix? J'ai un énorme doute, dans le sens où je pense que le logiciel qui est à l'œuvre chez les technocrates qui se trouvent à Bruxelles n'est pas justement
démocratiques, puisqu'ils sont imprégnés de cette idée dont on parlait tout à l'heure, de cette épistocratie, cette idée qu'ils savent, et que les peuples ne savent pas, sont bien gentils, mais qu'on va faire leur bien malgré eux. Et on en revient à la question démocratique, qui est une question majeure, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de sanctifier le peuple. D'abord, le peuple, c'est extrêmement complexe comme concept. Le peuple ne doit être pensé que comme la communauté nationale, c'est-à-dire les citoyens assemblés qui vont décider de leur destin. Ce n'est pas une entité uniforme. C'est justement parce qu'il y a une diversité qu'il y a peuple. Donc tout le problème, c'est de savoir comment, à partir dans cette articulation entre l'un et le divers, on arrive à faire émerger une volonté majoritaire. Après, on pourra peut-être revenir d'ailleurs sur cette question de savoir où est la majorité, où est la minorité, parce que ça me semble aussi très important. Mais donc, la question, c'est de faire en sorte c'est de faire en sorte d'exprimer la volonté du peuple, sachant que le peuple peut se gourer. Sauf que si on est démocrate, on admet que le peuple peut se tromper et qu'il doit en assumer les conséquences. Et c'est finalement ce qui se passe avec le Brexit. Si ça se trouve, ce sera une catastrophe pour le Royaume-Uni. Pour l'instant, on n'a pas vu les pluies de sauterelles qui étaient prédites par certains après, mais ça peut arriver. Mais il n'empêche que ce qui est intéressant dans ce phénomène, c'est que les Britanniques ont décidé de risquer leur croissance économique au nom de leur capacité à décider de leur destin. Et je pense que si on est véritablement démocrate, eh bien, on doit accepter cela et on doit accepter en effet que l'ensemble des citoyens doit concourir à déterminer le bien, et ce ne sont pas des experts, si brillants soient-ils, qui savent, malgré les citoyens, ce qui va être bon pour eux. Ça, ça rejoint le sujet, pour le coup, aussi de mon livre précédent, mais c'est ce que j'ai pu constater lorsque... donc, j'étais conseillère en cabinet ministériel, où mon job, c'était en gros de mesurer ce que pensaient les Français, précisément, et où, de très nombreuses fois, j'arrivais avec... en disant par exemple les Français sont contre telle ou telle réforme parce qu'ils disent que etc. Et on me répondait oui mais les Français n'ont rien compris. Je pense et souvent ceux qui me répondaient ça, et là c'est là où on rejoint les technocrates, ce sont des gens de la haute administration qui ont cette idée, mais de manière, ils y croient vraiment, que eux savent ce qu'il faut faire pour le pays. Et que si d'ailleurs, ils ont non seulement un mépris assez marqué pour le peuple, entre guillemets, mais aussi pour les politiques. C'est-à-dire qu'ils ont aussi tendance à considérer que les politiques sont nuls. Et donc, à dire, mais heureusement que nous sommes là, parce que si nous n'étions pas là pour corriger les erreurs des politiques et pour faire les choses telles qu'elles devraient l'être, le pays s'effondrerait. Donc il y a cette idée-là qui est, donc avec ils n'ont pas conscience que c'est une idéologie. C'est-à-dire que pour eux, c'est la raison, c'est la vérité. Et ça ne doit pas être soumis au débat. Et ça s'extrait complètement du champ du débat démocratique. Et en quelque sorte, en fait, c'est quelque part, ils font partie des personnes qui ont le moins une culture démocratique. Au sens où ils n'acceptent plus l'idée que leur vision n'est pas plus valable que la mienne ou que la vôtre, pas moins non plus, mais pas davantage. C'est ça, en démocratie, une voix vaut une voix, et la voix d'un surdiplômé, énarque et haut fonctionnaire vaut autant que la voix d'un petit patron de PME, d'un employé, d'un chômeur. C'est tout, et c'est le principe démocratique, et c'est très difficile à admettre, visiblement. Bah, c'est extrêmement difficile à admettre, et le fait que leur emprise, à mon avis, politique, a été accrue du fait que, globalement, pour les gens, l'élite, c'est un grand tout. C'est à la fois les politiques, les patrons des grandes entreprises et les médias et la haute administration. Et les seuls sur lesquels ils aient véritablement prise, c'est les politiques, en fait. Donc, depuis une vingtaine d'années, ils ont... il y a une spirale du dégagisme, en quelque sorte, qui s'est enclenchée
justement parce qu'il y a le sentiment que cette élite vit hors du monde et, comment dire, impose des choses au reste de la population indépendamment de ce qu'elle souhaite. Mais donc, les politiques sont devenues de plus en plus faibles, alors que les autres, n'étant pas soumis au jeu des élections, etc., sont restés en place. Du coup, le rapport de force entre les politiques, typiquement un ministre qui arrive en poste, et l'administration, c'est complètement déséquilibré. Et aujourd'hui, moi je trouve absolument choquant qu'un ministre, quel que soit d'ailleurs le bord politique auquel il appartient, ait du mal à imposer certaines choses à son administration, alors même qu'il est censé représenter, avec toutes les imperfections évidemment qu'il peut y avoir en raison du mode de scrutin, etc., mais qu'il ait du mal à imposer ses décisions. Alors, dans votre livre, Chloé, quelque chose que j'ai constaté, c'est qu'il n'y avait finalement pas que le séparatisme des élites qui posait problème. Il y a aussi une forme de fragmentation du peuple. Vous montrez qu'en France, mais pas que, au Royaume-Uni, aux États-Unis, où c'est même bien pire, on a une forme de polarisation aussi des opinions. D'ailleurs, on l'a vu avec les 2 dernières élections américaines, on a l'impression qu'il y a 50% des Américains contre 50% des Américains et que ces 2 Amériques sont irréconciliables. Quelque part, la crise démocratique n'est-elle pas non plus la crise de peuples devenus ingouvernables? Oui, c'est-à-dire que le nous, en tant que cadre national, est en train de se fragmenter de plus en plus. Et le réflexe de chacun face à un constat qui est le constat d'une insécurité et d'une fragilisation croissante. Insécurité culturelle, physique, économique, sociale, etc., etc. Face à cette fragilisation, notre réflexe, c'est de se replier sur des communautés d'appartenance, des tribus en fait, qui peuvent être liées à la religion, qui peuvent être liées aux origines géographiques, sociales, ou même à l'orientation sexuelle, etc. Et donc on voit des tribus qui se forment, et au sein même de ces tribus, on est rassuré parce qu'on partage un certain nombre de valeurs, de visions, etc. Et on n'a plus besoin et on n'a plus le désir d'aller se confronter à ceux qui appartiennent à d'autres tribus. Et le numérique amplifie ça parce qu'en fait, dans le monde numérique et dans le monde des médias actuels, vous pouvez tout à fait choisir de vivre dans une bulle étanche avec vos propres sources d'information, votre propre réalité en fait. Et ça m'avait beaucoup frappée au moment des Gilets jaunes justement, où lorsqu'on se promène sur les pages Facebook des Gilets jaunes, la réalité, enfin le monde que ça décrit n'est pas du tout, donc à travers les articles qui sont postés, les actualités qui sont relayées, ça n'est pas du tout la même histoire que celle qu'on peut lire, par exemple, je sais pas moi, au journal de 20h ou dans d'autres réalités. Et donc, il y a plein de réalités parallèles qui coexistent et qui font que, quelque part, les divergences entre les gens sont de plus en plus grandes, en fait. Et les lieux communs où on peut essayer de se confronter à l'altérité et du coup de recréer du commun, sont de moins en moins... il n'y en a plus, en fait. D'espace, d'agora où peut avoir lieu le débat. Non, bien sûr. Et alors, toute la question, c'est de savoir là aussi comment on peut réparer cela. C'est-à-dire que fabriquer une nation, c'est un processus extrêmement complexe, extrêmement lent. C'est ce qu'on appelle le processus d'intégration. Et ça nécessite d'intégrer les nouvelles générations. Et à chaque nouvelle génération, on transmet ce qui préexiste et qui permet à la communauté nationale de se sentir exister. Et c'est d'ailleurs quand Renan dit que la nation, c'est la nation à la française, c'est-à-dire en tant que communauté politique, c'est un plébiscite de chaque jour qui s'appuie sur un legs de souvenirs communs. S'il n'y a plus ce legs de souvenirs communs, il n'y a aucune raison, en effet, qu'il y ait plébiscite, dans la mesure où, après tout, l'autre à côté de moi n'est que quelqu'un qui mène son
existence en parallèle exactement ce que vous veniez de décrire. Donc le rôle de l'école, par exemple, comme facteur d'intégration est absolument essentiel. Or, l'école a été réformée sur les 40 dernières années dans un sens qui effaçait son rôle de creuset national. Et il suffit d'entendre les débats réguliers d'entre profs d'histoire avec certains professeurs d'histoire qui expliquent que leur rôle n'est absolument pas de faire aimer la France, mais uniquement de fabriquer de l'esprit critique. Je pense que c'est une conception de leur métier qui me semble assez problématique en fait, et surtout assez partielle. Donc la question donc, de l'intégration au sens large, c'est-à-dire encore une fois, j'y insiste, pas seulement des étrangers, mais de toute nouvelle génération, elle passe par la transmission, mais elle se confronte, vous le disiez, à ce principe de fragmentation qui est amplifié par l'individualisme contemporain et par un mouvement qui est un mouvement de fond, en fait, qui remonte à au moins 2 siècles, d'affirmation des individus par leurs différences. Petit à petit, aujourd'hui, chaque individu est incité à mettre en avant ce qui va le différencier des autres et non pas les valeurs que nous partageons. Chacun vient avec son identité en bandoulière. Or, la laïcité républicaine, c'est justement ce qui permet de nous prévaloir contre cela. C'est l'idée d'un espace public neutre dans lequel on ne vient pas avec son identité en bandoulière, on la met en retrait parce que c'est la qualité de citoyen au sein d'une communauté nationale qui va permettre de débattre ensemble. On voit bien que tout ça est en train de voler en éclats. C'est en train de voler en éclats parce que ça n'est plus transmis. Aujourd'hui, même les professeurs ne savent pas ce que c'est que la laïcité. Enfin, pas tous, heureusement, hein, mais beaucoup, hélas. Ce n'est plus transmis parce que les médias ne jouent pas leur rôle de ce point de vue-là, c'est-à-dire tout simplement un rôle de débat, de réflexion, pour permettre à ces idées-là d'être agitées et donc de rester dans la tête des citoyens. C'est aussi le fait... notamment, on le disait tout à l'heure, j'allais dire du soft power américain et des démocraties libérales à l'anglo-saxonne qui ne fonctionnent absolument pas sur le même principe et qui fonctionnent justement dans la confrontation des individus et des communautés avec ce libre jeu des individus dont va émerger le bien commun si l'État arbitre et permet que les uns n'écrasent pas les autres. Donc, tout cela est en train petit à petit de fragiliser la République française dans sa spécificité, dans son projet, c'est-à-dire un projet d'émancipation qui ne reconnaît que les individus et pas des communautés. Parce que l'idée, c'est que les communautés, on court toujours le risque que les communautés enferment les individus et les assignent à résidence identitaire. Donc le projet de la République, c'est au contraire de permettre à chacun de construire son propre destin. On voit comme tout ça est en train de se détruire, au point que c'est la notion même de peuple en fait qui n'existe plus. C'est-à-dire qu'il n'y a plus possibilité de former une communauté nationale. Et on voit, et c'est tout à fait vrai, que les réseaux sociaux jouent un rôle parfaitement délétère de ce point de vue-là, dans la mesure où ils permettent à chacun de ne pas se confronter à une opinion divergente. Or, il me semble, quand je disais tout à l'heure qu'il y avait une question de rapport entre la majorité et là où les minorités, la démocratie, me semble-t-il, ne peut fonctionner que si, au sein de la communauté nationale, on a des débats sur chaque sujet, et à chaque fois, le fait majoritaire s'impose, justement parce que chacun sait qu'à un moment donné, il appartient à la majorité, et qu'à un autre moment, il sera minoritaire sur telle ou telle idée. Et que c'est cette délibération permanente qui va aboutir à ce qu'on puisse décider dans quelle direction on va. Si, petit à petit, les uns et les autres ont l'impression qu'ils sont toujours du même côté, c'est-à-dire qu'ils sont systématiquement minoritaires, s'ils se construisent une identité qui est une identité unique et figée, et qu'ils font tous leurs choix en fonction de cette identité, que du coup, cette identité se construit contre celle des autres, alors il ne peut plus y avoir ce brassage. Et donc, on a des blocs les uns contre les autres, minorité supposée contre majorité supposée, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui se mettre en place, notamment sur les questions d'identité raciale, d'identité sexuelle, etc. Et le problème, c'est que ça joue aussi d'un point de vue social, c'est-à-dire que quand vous avez une élite qui petit à petit, parce qu'il n'y a pas de renouvellement des élites, confisque la représentation,
vous avez les autres classes sociales qui vont évidemment en conclure que cette élite arbitre en fonction de son propre intérêt de classe. Et donc vous avez cette fracture qui se creuse. Et je pense que c'est à ça qu'on assiste. Et que la seule solution, c'est justement de combattre ce mouvement qui a tendance à figer les identités et à faire en sorte qu'on ne puisse pas se penser comme étant en permanence dans une recomposition identitaire et dans un partage, dans un débat avec les autres. Je suis d'accord, mais peut-être que... il me semble qu'il y a une dimension du problème qui n'est pas liée uniquement au dysfonctionnement du système et à sa confiscation au moins partielle par les élites, mais à l'attitude même des citoyens. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, oui, ils sont victimes d'un certain nombre de dysfonctionnements, mais j'ai quand même l'impression que de plus en plus, on oublie que la citoyenneté, c'est un effort sur soi-même. Et que être citoyen, c'est avoir des droits et des devoirs. Et quelque part, de plus en plus de gens se comportent moins comme, plus comme des consommateurs et des ayants droit que comme des citoyens. Parce que être citoyen, ça veut dire abandonner une part de son propre intérêt pour essayer de regarder l'intérêt général. Or aujourd'hui, il y a des tas de débats où les gens se positionnent, campent sur leur position, et bien qu'étant conscients qu'ils sont dans la minorité, refusent absolument l'idée de se soumettre à la majorité. Et il me semble que, alors évidemment, ça n'est pas l'ensemble des citoyens qui se comportent comme ça, mais il me semble que derrière ça, il y a un véritable problème, et un problème d'autant plus grand que lorsque vous appartenez à une élite, vous ne pouvez pas dire ça. C'est-à-dire que, quelque part, lorsque vous êtes un responsable politique, vous ne pouvez pas renvoyer le citoyen à ses responsabilités, parce que tout de suite, on dirait « mais commence par faire ton boulot et on fera le nôtre ensuite ». Mais la vérité, c'est qu'on est tous détenteurs d'une part de la problématique démocratique, et que si personne ne rappelle que chaque citoyen a une responsabilité propre, on risque jamais de s'en sortir. Je suis bien d'accord. La question de la responsabilité, elle me semble assez centrale, sachant qu'en effet, il s'agit de placer les individus devant leurs responsabilités, ce qui n'est jamais fait puisqu'en fait, ils sont en permanence traités comme des enfants. C'est-à-dire qu'on se comporte en citoyen quand on est traité aussi comme un citoyen, justement parce qu'on est obligé d'assumer. Or là, on voit que dans tous les domaines, ça s'est vu évidemment sur la crise sanitaire, on a agité la peur et on a joué sur cette peur plutôt que sur l'intelligence des individus, mais ça se voit aussi sur le plan économique. Un simple exemple, quand la crise de la viande de cheval intervient et que l'Union européenne refuse farouchement l'étiquetage de la provenance de la viande sur les plats préparés, en expliquant que ce serait contraire à la libre concurrence. Parce que l'idée, c'est que du coup, les Français vont préférer de la viande qui est produite en France, et donc c'est pas bien. Il faut, la libre concurrence, c'est qu'on puisse se faire refourguer de la viande qui vient de n'importe où. Voilà. Ça veut dire que, dans ces cas-là, les instances dirigeantes décident qu'il ne faut pas informer les citoyens pour qu'ils ne puissent pas choisir. Or, en tout domaine, et en particulier, vous le disiez, les citoyens se comportent comme des consommateurs. En tout domaine, et en particulier dans la consommation, il faut au contraire placer les consommateurs dans leur position de citoyens, les faire réexister en tant que citoyens, c'est-à-dire leur dire que dans chaque acte de la vie courante, ils arbitrent, ils décident, ils choisissent de soutenir un système plutôt qu'un autre. Et c'est un choix politique, en fait. Sauf que tout est fait pour éviter cela et pour déresponsabiliser. Donc, en effet, je pense que les individus sont aussi blâmables, mais c'est l'ensemble du système qui concourt à ça. Et c'est un jeu... D'autant plus que, de toute façon, quand on appartient à une élite, qu'elle soit intellectuelle ou sociale, on a des responsabilités qui sont plus grandes. Donc, de fait, et pour prolonger sur la question de la responsabilité d'ailleurs et de l'exemplarité, on parlait tout à l'heure de la haute administration, mais quand les exemples qui nous sont donnés, c'est des exemples de gens qui défendent un système libéral tout en étant ultra protégés parce que c'est à peu près les seuls à ne
pas pouvoir être sanctionnés d'une quelconque manière en fait pour leurs actes, c'est sûr que c'est extrêmement compliqué. Enfin, c'est extrêmement compliqué de comment dire, de créer de l'adhésion autour, autour de... En termes un peu brutal, on appelle ça du foutage de gueule. C'est ça, c'est ça. Non mais il y a des exemples à peu près tous les jours. Le directeur général de la santé qui, dans un rapport sénatorial, on apprend qu'il a fait pression sur une autorité indépendante pour qu'elle ne recommande pas que l'on stocke des masques, en gros, parce qu'il venait de prendre la décision lui-même qu'il ne voulait pas stocker des masques. Donc le rapport sénatorial nous informe de cela. C'est quand même un truc très officiel. Et ben, il n'y a aucune conséquence. Impunité totale. Impunité totale. Donc, évidemment, comment voulez-vous que les gens acceptent d'assumer leurs propres responsabilités à leur niveau s'ils se disent qu'en haut, c'est la déresponsabilisation totale? Nous avons interviewé dans Marianne Marcel Gauchet récemment exactement sur ces questions-là, et il expliquait la défiance généralisée, la défiance du peuple envers les élites, mais aussi des individus entre eux, par la sensation qu'ont les citoyens que finalement, ils n'ont pas parmi les dirigeants, parmi les représentants, des personnes qui soient de véritables hommes d'État, c'est-à-dire des gens qui auront la capacité d'abnégation suffisante. C'est-à-dire que, en gros, nous avons, disait-il, des personnes privées à la tête de nos différents États. Et ces personnes privées au sens où ce sont des gens qui, à aucun moment, ne vont faire passer l'intérêt général devant leur propre intérêt de personne. Et c'est vrai que moi j'ai été frappée ces dernières années de voir des présidents de la République, et je pense à Nicolas Sarkozy, à François Hollande, dont on percevait que la personne privée avait mangé absolument tout le reste. Nicolas Sarkozy avait l'air on va dire, d'un fan dans les G7 ou les G20. Il était le fan qui était heureux d'être au milieu des stars. Ça y est, il avait réussi, il était arrivé. Quant à François Hollande, il suffit de se souvenir de l'image du scooter pour comprendre que l'abnégation, le dépassement de soi n'étaient pas exactement au programme non plus. Donc je pense que la question est de savoir comment une société peut produire des gens capables de ce dépassement de leur petite vie individuelle, à tous les échelons, que ce soit celle du simple citoyen ou que ce soit celle du dirigeant. Et de fait, il me semble que une société qui est fondée sur la consommation, le spectacle, ne permet pas de produire ce type d'individu. C'est ça le problème. C'est ce que j'allais dire. En fait, le problème, c'est que les responsables politiques sont dans une impasse, au sens où ils sont obligés de dévoiler aujourd'hui, de jouer le jeu de la transparence et de la pipolisation, parce que sinon, ils n'existent pas. Et on le voit bien, enfin, moi, pour le coup, dans les fonctions que j'avais, on voit bien que les gens qui émergent, c'est les gens qui sont, auxquels les citoyens peuvent s'identifier. Et donc, comment est-ce qu'on s'identifie? En connaissant un trait de caractère, un détail biographique, etc., etc. Sauf que cette chose-là, effectivement, c'est un engrenage dans lequel ils ont mis le doigt il y a maintenant un paquet de temps, et qui fait que ça nous donne aussi le sentiment qu'ils sont comme nous, en fait, mais au mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'ils ne gardent pas de part de mystère, de part privée, justement, et on a beaucoup plus de mal à les estimer. Et donc on s'identifie à eux, mais on ne les estime pas, et c'est extrêmement compliqué, même si, et là-dessus, c'est vrai que c'est un élément qu'on ne souligne pas assez, c'est-à-dire que, oui, il y a une confiscation par certains politiques, en gros, c'est le carriérisme, quoi. C'est la chose publique au service de ma carrière. Mais il y a quand même pas mal de politiques, et heureusement, qui sont... politique aujourd'hui, c'est devenu une vocation quasi sacrificielle. Il ne reste en politique que les dingues, ou les gens qui sont capables de tout sacrifier pour ça, parce que c'est devenu insupportable. Insupportable. Je ne suis pas en train de les plaindre, mais je veux dire,
vous êtes obligé à une très grande transparence, une très grande probité, etc., justement parce qu'on ne vous passe rien. Et en plus, vous avez moins de pouvoir qu'avant. C'est-à-dire que pour pouvoir bouger le moindre... Enfin, quand vous êtes député, par exemple, aujourd'hui, c'est le désespoir. Vous savez que vous n'avez quasiment aucune influence. Donc pour les gens qui vraiment sont animés d'un sens de l'État, de l'intérêt général, je pense que c'est beaucoup plus dur d'être politique aujourd'hui. Parce qu'en plus, ils savent qu'ils sont détestés. Donc je trouve que pour s'engager aujourd'hui, lorsqu'on est vraiment voilà, juste désireux de faire avancer son pays, c'est beaucoup plus difficile qu'avant. D'accord. Bah, ce sera du coup le mot de la fin. Chloé Morin, je vous remercie. Donc, je rappelle votre livre Le populisme au secours de la démocratie. C'est une question. Et qui est très intéressante. Qui est très intéressante. Très bon. Et Natacha, votre livre, donc, sommes-nous encore en démocratie? Voilà. Et là, la question semble assez posée pour qu'on comprenne que c'en est une. Je vous remercie toutes les deux. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.